Le Mali, parce que le plus concerné par la question, s'est battu pour que le G5 Sahel soit une réalité. Mais vous avez vu que dès qu'il y a eu la première opportunité, on s'est battu pour retirer la présidence du commandement opérationnel au Mali en enlevant le général Didier Dako pour mettre un Mauritanien. L'avantage idéologique que le G5 Sahel avait, c'était d'implanter son QG opérationnel le plus près possible du théâtre des opérations. Les djihadistes n'ont pas hésité à attaquer le QG du G5 Sahel. Et pour toute riposte, le G5 Sahel enlève son QG d'un endroit d'insécurité pour l'amener dans la capitale. La symbolique est destructrice. En tout état de cause, la première image qu'on a, c'est que c'est la fin du G5 Sahel. Chaque armée va garder son autonomie d'une façon ou d'une autre. En tout état de cause, on ne peut pas dire un seul fait d'armes du G5 Sahel depuis que ça existe. On ne les a pas vus patrouiller, on ne les a pas vus faire le coup de feu contre un groupe à quelque endroit que ce soit. Et pendant que le G5 était même là, on a vu des attaques. L'analyse que je peux en faire, le G5 Sahel court toujours après les financements qui pourra rendre opérationnel la force conjointe. Et lors du dernier sommet des chefs d'État à Nouakchott, le constat a été fait que les fonds annoncés ne tombent pas pour permettre à la force de démarrer. Et le 29 juin, juste la veille de la rencontre de ce sommet à Nouakchott, il y a eu un attentat contre le QG de la force conjointe à Sévaré. Et suite à tout ça, si le QG transfère à Bamako, cela ne peut pas avoir une interprétation positive chez les populations. Nous comprenons ça comme un échec et tous les souhaits est que ce repli stratégique puisse être temporaire.